C'est son dernier murmure, un suspense FBI Rachel Gift, livre 14, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Depuis 3 ans, Jessica était une figure familière de la bibliothèque publique du quartier. Sa cachette préférée, le coin universitaire au sous-sol, semblait appartenir à une autre époque. Peut-être était-ce l'odeur des pages jaunies ou le silence respectueux qui régnait entre ces murs, loin de l'agitation des étages supérieurs. Cet espace tranquille devenait encore plus envoûtant en fin de journée, quand l'heure de fermer approchait et que la solennité du lieu semblait palpable. Elle aimait conclure son travail ici, loin du tumulte des jeunes à l'étage principal et des retardataires venus chercher frénétiquement un dernier livre. Elle déambulait avec une discrétion presque religieuse, replaçant chaque volume à sa place attitrée. Lorsqu'elle atteignit le bout d'une allée, son ombre dansa faiblement sur le sol à la lumière blafarde des néons. Jessica s'arrêta à un moment. Depuis quelque temps, elle se passionnait pour les récits insolites de la médecine ancienne et les évolutions thérapeutiques au fil du temps. Un livre ancien sur les remèdes étranges et parfois macabres du Moyen-Âge avait piqué sa curiosité quelques jours auparavant. Interrompue par un charmant interlocuteur alors qu'elle le feuilletait, elle n'avait pas voulu manquer de professionnalisme et avait remis l'ouvrage en rayon. Il fut emprunté peu après par cet homme ou un autre amateur. Le livre était revenu parmi les retours du jour et Jessica s'empressa de le saisir à nouveau. Elle n'aurait su dire précisément pourquoi ces méthodes brutales mais fascinantes, saignées, potions mortelles concoctées avec des ingrédients invraisemblables, l'intéressaient tant. Ces pratiques reflétaient la lutte acharnée de l'humanité pour survivre, une humanité prête à tout pour gagner en santé et en longévité. C'était un intérêt singulier pour quelqu'un d'aussi doux qu'elle. Cependant, il y avait dans ces rites primitifs quelque chose qui l'accrochait irrésistiblement. Bien qu'il y eût une profusion d'émissions télévisées et en ligne sur le sujet, elle trouvait plus authentique de puiser son savoir dans les livres. Elle monta les marches vers le hall principal, où une dernière famille utilisait le service d'emprunt automatisé. La mère guidait son jeune fils avec patience. Jessica passa derrière son bureau pour emprunter le livre tant convoité avant de se hâter vers chez elle, impatiente de se plonger dans sa lecture, accompagnée d'un bon verre de vin rouge. Au moment où elle se déconnectait du système informatique, la mère et son fils sortirent. Tenant fermement son précieux butin contre elle, elle jeta un coup d'œil à Tyler, l'autre bibliothécaire présent ce soir-là. Fraîchement diplômé et toujours absorbé par ses tâches, il vérifiait méticuleusement les emprunts du jour. « Bonne nuit, Tyler. »« Nuit, Jessica », répondit-il sans détacher ses yeux de l'écran devant lui. Elle dépassa les guichets et franchit la majestueuse entrée de la bibliothèque. Bien que son établissement ne fût pas le plus prestigieux de la ville, elle était fascinée par ses colonnes et voûtes. L'air du soir l'enveloppa en sortant. L'été s'effaçait, emportant avec lui la chaleur du jour. Bientôt, l'automne viendrait caresser la ville de son souffle frais, sa saison de prédilection. Elle contourna sans peine le bâtiment où employés et bibliothécaires avaient leur place réservée. Sous les lampadaires, les ombres dansaient sur le bitume, s'étirant depuis les murs de briques. Sa voiture l'attendait à mi-chemin sur le parking. Déjà, elle pensait à ce qu'elle pourrait cuisiner une fois rentrée. Ou bien se laisserait-elle tenter par un encas sur la route? Les repas, désormais, étaient simples et improvisés. À 45 ans et 2 ans après le décès brutal de son mari d'une crise cardiaque, elle commençait à s'adapter au dîner en solitaire. Elle fouilla dans son sac pour ses clés qui tintèrent doucement lorsqu'elle les saisit. Mais en les sortant, une impression troublante s'empara d'elle, comme si des yeux la fixaient et qu'une présence invisible venait rompre sa solitude. Un frisson lui parcourut la nuque. Elle s'arrêta net, la main presque sur la serrure. Avait-elle perçu des pas ou n'était-ce que le frémissement des feuilles dans la brise? Elle scanne les ténèbres, mais rien ne trouble le silence nocturne, ou presque. Elle se railla intérieurement pour sa paranoïa. Si elle chérissait le calme de la bibliothèque à cette heure, il semblait que cela ait aussi ses inconvénients. Malgré tout, en tentant de se convaincre qu'il n'y avait aucun danger, un mouvement brusque fissura sa tranquillité d'esprit. Si rapide et inattendu qu'elle ne put esquisser aucun geste défensif. Tout juste eut-elle le temps de se retourner avec des yeux grands ouverts avant de réaliser qu'une ombre venait de s'animer contre le mur. La douleur explosa au sommet de son crâne, étoilant sa vue alors que le sol se dérobait sous ses pieds. Ses genoux flanchèrent et elle sentit le béton s'approcher dangereusement rapidement. À peine consciente de lâcher son livre qui chuta avec un bruit sourd. Le monde ralentit autour d'elle, enveloppé dans une nappe opaque de souffrance et d'incompréhension. Puis une sensation étrange, presque délicate, comme si son assaillant hésitait entre remords et cruauté.
Ce contact balaya d'abord ses bras avant de remonter vers son cou et effleurer doucement son visage. La logique avait déserté, elle cessa même de chercher à comprendre. Le bruit sourd de sa respiration résonnait dans ses oreilles, tandis que chaque battement de cœur lui semblait être un coup porté contre sa tempe, menaçant d'éclater sa tête en deux. Mais cette sensation aussi commençait à s'estomper dans les profondeurs du néant. À distance, les pas de l'homme qui venait de sceller son destin s'estompèrent dans l'obscurité d'où il avait émergé. Un silence presque apaisant engloba Jessica alors que toute prise sur la réalité lui filait entre les doigts. Ces échos lointains furent les derniers sons qu'elle entendit avant que tout ne sombre dans l'oubli. Chapitre 1. Le soleil matinal inondait l'habitacle de la voiture d'une lumière réconfortante pendant que Rachel tambourinait en rythme sur le volant. Elle essayait de se coordonner avec la musique pop entraînante qui s'échappait des haut-parleurs, mais c'était peine perdue. À ses côtés, Paige gigotait sur son siège, reprenant le refrain à plein poumon. Devant elle, une file interminable de voitures se formait pour déposer les enfants à l'école. Mais dans leur monde à elle, un festival de bonne humeur faisait rage, du moins aux yeux de Paige. Rachel tentait tant bien que mal de se joindre au chant, bien qu'elle ne connût pas les paroles et que ce genre musical ne soit pas sa tasse de thé. Pour elle, les chansons pop actuelles se ressemblaient toutes. Mais Paige avait ses idoles et Rachel s'efforçait de partager cet enthousiasme avec elle. « Maman, tu chantes faux !» lança Paige en riant, en pointant du doigt Rachel avec complicité. « Vraiment ?» feignit l'étonnement Rachel. « Et comment tu peux m'entendre avec le volume que tu mets en chantant ?» Paige reprit sa chanson et la file avança doucement. Rachel jeta un coup d'œil à son reflet dans le rétroviseur. Ses joues affichaient une teinte rosée et ses yeux scintillaient, témoins des bonnes nuits de sommeil accumulées ces dernières semaines. Cela faisait presque un mois qu'elle avait terminé les traitements expérimentaux à Seattle, et malgré la persistance de la tumeur dans son cerveau, aucun symptôme ne s'était manifesté depuis près de 3 semaines. Plus revigorée que jamais depuis son diagnostic initial, elle puisait dans cette nouvelle énergie pour animer leur session karaoké automobile. « La partie que je préfère arrive !» s'exclama Paige avec impatience alors que le pont musical approchait. Elles reprirent en chœur le refrain. Cela embarrassait quelque peu Rachel, mais elle se rendait compte combien des souvenirs comme celui-ci comptaient pour Paige. Cette joie simple et cette parenthèse d'ordinaire seraient sans nul doute des moments précieux à l'avenir, peu importe les regards désapprobateurs des autres parents dans la file. La voiture progressa encore un peu, plus que quelques véhicules et elles arriveraient à la zone de dépose. Au moment où elles s'approchèrent de l'entrée de l'école, la sonnerie du téléphone portable de Rachel interrompit leur duo improvisé. Elle tendit la main pour rejeter l'appel lorsqu'elle vit Anderson s'afficher sur l'écran. Elle savait qu'un appel du directeur Anderson à une heure aussi matinale présageait généralement une urgence professionnelle. Cependant, elle choisit d'ignorer l'appel pour l'instant afin de privilégier ce moment essentiel pour sa fille. Avec sa condition médicale qui durait depuis maintenant près d'1 an, chaque instant partagé prenait une valeur inestimable et elle était certaine que le directeur Anderson comprendrait. « Maman, tu ne vas pas décrocher ?» s'enquit Paige en fronçant les sourcils d'un air intrigué. « Ça peut attendre un peu », sourit Rachel à sa fille avec assurance. La fin du morceau coïncidait avec leur arrivée à la zone de dépose. Paige détacha sa ceinture et se pencha pour donner un baiser sur la joue à Rachel. « À tout à l'heure, maman. Passe une belle journée, ma puce. » Paige hocha la tête et sortit du véhicule. Une enseignante lui adressa un chèque complice en guise d'accueil. Rachel observa sa fille un instant. Ces journées où elle assurerait tous ses trajets sociaux scolaires étaient comptées. Avant de reprendre sa route, elle aperçut une chevelure blonde surgir auprès de Paige. Les deux fillettes échangèrent un grand sourire avant de se donner le bras. Le cœur empli d'émotion, Rachel captura ce bref instant où elle entrevoit une facette plus personnelle du quotidien scolaire de Paige, celle qu'elle gardait habituellement discrète. Rachel s'écarta du trottoir, l'esprit aussitôt accaparé par l'appel qu'elle avait choisi d'ignorer. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un certain attrait pour son travail dès que Paige n'était plus à ses côtés. Pourtant, elle savait que prendre du recul était une avancée majeure. Ces derniers mois avaient été une lutte constante pour trouver un équilibre entre sa carrière et sa vie familiale, d'autant plus avec ses ennuis de santé. Elle avait dû admettre certaines vérités pénibles, parmi lesquelles sa tendance à trop s'investir dans son travail, à en mesurer sa propre valeur. L'animation matinale du dépose-minute de l'école reflua dans le rétroviseur de Rachel, tandis qu'elle rejoignait la voie rapide. Elle attendit d'avoir dépassé le gros du trafic avant de s'engager sur l'autoroute et sortit ensuite son téléphone. Le message d'appel manqué lui fit ressentir un léger pincement de culpabilité. Elle composa le numéro d'Anderson et mit l'appel en mode haut-parleur.
La tonalité envahit l'habitacle, rompant avec la chanson pop qu'elle venait de fredonner avec Paige. « Gift, vous êtes au volant », lança Anderson après avoir répondu au deuxième bip. « Oui, je viens de laisser Paige. »« Très bien, rendez-vous pas au bureau, j'ai une affaire pour vous et Rivers ce matin. » Comme toujours, Anderson était tout en affaires, sa voix directe coupant court à toute forme de civilité. « Entendu. Quel est le souci ?»« Une bibliothécaire a été tuée hier soir, » révéla Anderson. La condition du corps était, disons, atypique. « Une bibliothécaire ?» s'étonna Rachel en fronçant les sourcils. Un meurtre est déjà suffisamment grave, mais cela paraissait incongru pour justifier l'intervention du FBI. Pourquoi s'intéresser à ce cas ? Il y a un élément spécifique sur la scène du crime, précisa Anderson avec une tension audible dans la voix. Nous pensons que cela pourrait être connecté à un autre meurtre survenu il y a 2 jours. La victime, des sangsues lui avaient été appliquées. Des sangsues ? Exactement. C'est effectivement inhabituel. Rien qu'à visualiser la scène, Rachel se sentait revigorée par l'affaire. L'autre victime avait-elle également des sangsues ? Non, coupa brièvement Anderson. Rien de tel dans les rapports de police. Je vous transfère les dossiers sur votre mobile maintenant. Rivers est déjà en chemin pour vous retrouver là-bas. C'est quelle bibliothèque ? Après avoir obtenu les détails de la part d'Anderson et raccroché, Rachel savait que sa journée venait de basculer radicalement. Chanter des airs pop avec sa fille, puis filer vers une scène de crime liée à des sangsues. Il n'y avait décidément jamais de routine. Une fois la conversation avec Anderson terminée, elle chercha le contact de Jake alors qu'elle approchait d'un feu rouge et l'appela. Il décrocha immédiatement. Le bruit de fond indiquait clairement qu'il était déjà en route. « Salut, tu me regrettes déjà ?» plaisanta-t-il, sa voix légère trahissant toutefois son impatience face à cette affaire insolite. « Je n'y peux rien, c'est plus fort que moi », répondit-elle avec un demi-sourire en jouant machinalement avec sa bague de fiançailles. Un bijou dont elle avait encore du mal à accepter le poids symbolique. « Ça devient grave ? Tu crois qu'il faut s'inquiéter ? » « Non, c'est plutôt cette enquête qui devrait nous préoccuper. Anderson t'a mis dans la confidence ? » « Oui, des sangsues. C'est peu commun. »« Tu es encore loin ? » ?»« Une dizaine de minutes. »« Et toi ? » ?»« Plutôt un quart d'heure. On se retrouve sur place. » Elle mit fin à l'appel d'une pression sur l'écran tactile et reprit la route dans un silence pesant qu'elle tenta sans succès de dissiper en relançant la musique écoutée précédemment avec Paige. Mais le moment était passé et le sérieux de son travail reprenait toute la place. Les sourcils froncés par la concentration, Rachel murmura pour elle-même tandis qu'elle conduisait vers ce lieu inconnu aux allures sinistres. Des sangsues, quelle étrangeté! Elle relança la playlist, espérant s'octroyer encore quelques instants de légèreté avant d'affronter une enquête qui promettait d'être plus sombre et complexe que d'habitude. Ces moments empiétaient sur les frontières qu'elle s'était récemment imposées pour équilibrer sa vie professionnelle et personnelle. Des frontières qu'elle devait apprendre à naviguer plus habilement. Toutefois, il ne se passa guère 30 secondes avant que ses pensées ne convergent vers l'enquête, intriguée par le rôle que les sangsues pouvaient jouer dans un homicide. Bientôt, la musique ne fut plus qu'un fond sonore lointain. Chapitre 2. Rachel approcha du ruban de signalisation qui barrait l'accès au parking de la bibliothèque réservé au personnel. Fixé au lampadaire de part et d'autre, il empêchait toute entrée non autorisée. Elle n'aperçut qu'un seul agent de police, garant sa voiture à l'écart de la scène de crime. Elle remarqua Jack sur le trottoir à la limite du parking. Il tenait son téléphone mais fixait le sol d'un air préoccupé. Il leva les yeux et lui fit signe. Jusqu'à présent, leur fiançailles n'avaient pas influé sur leur collaboration professionnelle. Elle se rappela qu'ils avaient déjà franchi une étape similaire en devenant amants 2 ans plus tôt. Leur relation s'était intensifiée alors qu'elle se remettait de plusieurs interventions liées à son cancer, les rapprochant bien au-delà ce qu'elle aurait imaginé. Cela dit, elle basculait aisément du rôle de fiancée à celui d'agent. « Trouvé quelque chose ?» interrogea-t-elle. « Rien de concluant. Il y a encore du sang par terre. » Elle le rejoignit et confirma ses dires. Aux yeux des distraits, cela aurait pu ressembler à une vulgaire tache d'huile ou une saleté ancienne. Mais Rachel avait l'œil pour discerner une trace de sang sur presque n'importe quelle surface. « As-tu eu le temps d'examiner les dossiers ?»« Pas entièrement. On dirait qu'on a été précipité sur cette affaire. » Tout porte à le croire. En consultant son téléphone, elle vit que le directeur Anderson avait tenu parole en lui envoyant les documents. Un rapport sur Jessica Lee, une bibliothécaire agressée tôt ce matin, et un autre concernant Emily Watson, assassinée 2 nuits plus tôt. Le dossier de Jessica Lee indiquait qu'elle avait été frappée à la tête avec une arme contondante en allant à sa voiture après le travail. Son crâne était presque broyé. Pour ajouter l'insulte à la blessure, son assaillant avait parsemé son corps de sangsues, bras, cou et visage,
Les photos sous le soleil matinal étaient glaçantes. Pour Emily Watson, on notait un traumatisme crânien fatal infligé par un objet lourd, peut-être un gros marteau ou semblable. À la place des sangsues, on avait trouvé des poudres insolites. Clous de girofle broyés, ail et camphre. « Commençons par Lee alors que nous sommes ici », proposa Jack. « Tu as vu d'autres policiers en arrivant, à part celui qui surveille là-bas dans sa voiture ? » « Non, mais j'imagine que certains sont à l'intérieur pour interroger l'autre bibliothécaire présente hier soir. » « Allons lui parler alors. » Jack acquiesça et fit signe à Rachel de prendre les devants. En pénétrant dans la bibliothèque, ils furent accueillis par un hall imposant, ses colonnes conférant une aura solennelle à l'endroit. Rachel se laissa submerger par un souvenir d'enfance, évoqué par la senteur caractéristique des livres et un léger parfum de produits d'entretien. La bibliothèque avait toujours été son refuge, et adolescente, elle aurait pu passer tous ses étés plongée dans des aventures historiques ou des romans à l'eau de rose signés Jane Austen. Toutefois, elle repoussa ses pensées nostalgiques pour se concentrer sur leur mission. Rachel et Jack se dirigèrent vers le comptoir, de près où 2 bibliothécaires étaient en poste, flanqués de bornes de libre-service de chaque côté. Ils furent accueillis par une femme qui affichait une mine préoccupée, mais tentait malgré tout d'offrir un sourire. L'impact des récents événements était palpable chez la bibliothécaire. « Bonjour », lança Rachel en montrant subtilement son badge. « Nous sommes les agents Gift et Rivers du FBI. Y aurait-il des policiers ici, peut-être pour un interrogatoire lié à ce qui s'est passé hier soir ?»« Oui », confirma-t-elle avec empressement. « Ils sont dans la salle Cédar. 2 détectives, ils parlent avec Tyler. » Elle pointa du doigt le dédale de couloir vers la droite, non loin de la section arts et loisirs. Après avoir remercié l'employé d'un signe de tête, Rachel prit le chemin indiqué avec Jack. Ils trouvèrent rapidement la salle Cédar. Rachel frappa à la porte qui s'ouvrit sur un policier, visiblement agacé, mais dont l'attitude changea dès qu'ils eurent présenté leurs insignes. « Agent Gift et Rivers », se présenta-t-elle. « Pouvons-nous vous rejoindre ?»« Bien sûr », acquiesça le policier en leur faisant signe d'entrée. À l'intérieur, il fit signe à son collègue plus jeune portant un badge indiquant Ramirez. « En fait, nous serions même soulagés de vous voir prendre le relais », déclara Ramirez. « Nous cherchons encore à comprendre d'où viennent les sangsues. »« Merci », répondit Jack. « Et faites-nous part de toute avancée significative. » Après avoir échangé leurs coordonnées avec Ramirez, les 2 policiers prirent congé. Rachel et Jack se retrouvèrent alors seuls face à un jeune homme qui ne devait pas avoir plus de 25 ans et qui semblait éreinté, mais forçait tout de même un sourire. « Vous êtes Tyler ?» demanda Rachel doucement. « Oui, Tyler Morris. »« C'est bien vous qui étiez ici hier soir, quand Jessica a été tuée ?»« Exactement, je suis resté après la fermeture. »« À quelle heure avez-vous trouvé son corps ?» intervint Jack. « Vers 8h15, après avoir fait le tour des lieux. »« Vous n'avez croisé personne en partant ?» continua Rachel. « Non, personne. Quelque chose vous a semblé anormal hier soir ? Un détail qui aurait pu vous alerter ou inquiéter Jessica ?» insista-t-elle. Leur enquête ne faisait que commencer et chaque indice pouvait s'avérer crucial pour démêler cette affaire complexe où chaque minute comptait. Les mains de Tyler étaient enfouies dans ses poches et il s'affaissait négligemment sur sa chaise. « Non, c'était un jeudi ordinaire », commença-t-il, les mots peinant à sortir. Il y avait moins de monde que d'habitude, et Jessica semblait être dans son état habituel. Son état habituel ? S'enquit Rachel, désireuse d'en savoir plus. Appliquée, tranquille, toujours prévenante avec les visiteurs, surtout avec les enfants. Elle disait souvent que les enfants d'aujourd'hui lui paraissaient agités et bavards, mais elle leur accordait toujours la plus grande douceur. Avant de partir de la bibliothèque ce jour-là, Jessica a-t-elle eu un comportement inhabituel ? Demanda Rachel. Pas à ma connaissance. Que faisait-elle en dernier ? Oui, elle est allée au rayon des ouvrages académiques. De nouveaux livres arrivés dans l'après-midi devaient y être classés. Elle a rangé ses ouvrages, est remontée chercher un livre pour elle et est partie. A-t-elle parlé à quelqu'un en partant ? Pas que je me souvienne. Sur le moment, j'étais incertain, mais la police a confirmé qu'elle n'avait croisé personne après avoir emprunté son livre. Elle m'a simplement salué avant de s'en aller. Y a-t-il des caméras à l'extérieur du bâtiment ? Questionna Jack. Une à l'avant, mais elle ne filme pas le parking du personnel. Rachel digérait les informations recueillies depuis quelques minutes, réfléchissant aux questions importantes qu'ils auraient trop pu omettre. Puis une interrogation lui vint à l'esprit. Savez-vous quel livre elle a choisi par hasard, s'enquit Rachel, espérant dénicher un indice potentiel dans ces pages empruntées qui pourrait éclairer sur le sort de Jessica ou ses derniers instants. Je ne me rappelle pas exactement, avoua Tyler en haussant les épaules. Pourriez-vous le vérifier dans vos registres ? Certainement.
Juste encore une chose avant de vérifier, ajouta Rachel. Les sangsues, c'est peu courant comme question, mais en avez-vous déjà vu ici? Dans la bibliothèque ou aux alentours? Non, jamais aucune trace. Répétant sa précédente affirmation, Rachel exprimait l'étrangeté de sa question, tout en se demandant si ces créatures n'étaient bel et pas le fruit d'une farce ou de quelque chose dans ce goût-là. D'accord, mais ici non, je ne les avais jamais remarquées jusqu'à présent. Quels étaient tous les centres d'intérêt de Jessica? Des passions particulières? Était-elle mariée? Je dois dire que je ne la connaissais guère à titre personnel. Seulement qu'elle était veuve depuis quelques années. Son mari est décédé subitement. Et je crois savoir qu'elle tenait une chaîne YouTube de critique littéraire. En dehors de ça, un échange de regards entre Rachel et Jack signifiait qu'il était temps de clore cet interrogatoire improvisé. « Très bien, pouvez-vous nous obtenir le titre du livre ?» demanda Jack. Tyler se redressa et les conduisit vers le comptoir principal délaissé par les employés pour aujourd'hui. Derrière son poste informatique, il s'activa sur le clavier et trouva rapidement l'information recherchée, sans doute facilitée par la récence du prêt. Voici « Médicaments et maladies au Moyen-Âge », un ouvrage issu des archives universitaires. Rachel se pencha sur l'écran pour mieux appréhender ce choix insolite. Un tome savant et probablement poussiéreux qui constituait désormais un lien ténu avec une vie tragiquement interrompue. Ce sujet l'intéressait particulièrement, voulut savoir Jack. Tyler secoua la tête. Aucune idée. Après avoir remercié Tyler pour sa coopération, ils quittèrent les lieux pour poursuivre leur enquête. Rachel et Jack quittèrent le guichet, incertains quant à la suite des événements. Ils sortirent et se dirigèrent vers le parking réservé aux employés. Aussi macabre que cela puisse sembler, le ruban jaune de la scène de crime aidait Rachel à canaliser ses pensées. « Des pistes jusqu'ici ?» demanda Jack. « Rien de concret, répondit-elle. Et toi ?» Pareil, l'usage des sangsues rend l'affaire particulièrement bizarre. Mis à part le fait que les victimes auraient été brutalement frappées à la tête, je ne vois aucune connexion évidente entre elles. « J'ai peut-être une idée, » dit Rachel après une pause. « C'est un peu tiré par les cheveux, mais… » Elle marqua un temps d'arrêt avant de poursuivre. « Repense à la scène où Emily Watson a été trouvée. On a relevé des traces d'ail, de clous de girofle et de camphre. Clous de girofle et ail pourraient être liés à la cuisine, mais le camphre est différent. En association avec ces deux éléments, je ne pense pas à un plat mais plutôt à une ancienne pharmacopée. » Jack arqua un sourcil, curieux d'en savoir plus. Avec un sourire, elle continua. « Je m'y connais un peu en histoire et je sais que les clous de girofle, l'ail, le camphre et quelques autres plantes étaient utilisés au Moyen-Âge par des voleurs comme une sorte d'élixir, pour éviter les maladies pendant qu'ils détroussaient les demeures des morts. » Jack hocha la tête, esquissant un sourire. Ainsi, et les sangsues étaient également utilisées à des fins médicales à cette époque, n'est-ce pas? Tout à fait. C'était une méthode thérapeutique discutable, mais on s'en servait pour extraire ce qu'on croyait être du sang corrompu, ou pour stopper les saignements en provoquant des caillots. Donc, des remèdes moyenâgeux seraient le lien entre nos affaires? Conclut-il. Il semblerait bien, admit Rachel, l'esprit en effervescence tandis qu'elle tissait ses liens anachroniques. Et si ce fameux livre avait aussi un rapport, lança Jack. C'est envisageable, mais ce sont ces sangsues qui me tracassent, même si notre hypothèse sur cette connexion insolite avec la médecine d'autrefois est juste. Où pourrait-on se procurer ces bestioles aujourd'hui? Si on repère des fournisseurs de sangsues médicales, on pourrait remonter facilement jusqu'à notre assassin. Peut-être dans certaines animaleries, ou alors des magasins d'appât pour la pêche, proposa-t-il. Si notre tueur envisage les sangsues comme outil thérapeutique, j'irai voir du côté du milieu médical. Les sangsues sont encore utilisées en médecine de nos jours? Elle sortit son téléphone avec assurance. Vérifions ça tout de suite. En quelques minutes seulement, elle trouva une piste prometteuse. Bingo, j'ai quelque chose. Quoi donc? Un médecin ici même dans la ville, affilié à l'université VCU, spécialisé en médecine coloniale, Marcus Grant. Voilà qui sort de l'ordinaire. Effectivement, et bien que cela ne remonte pas au Moyen-Âge, la médecine coloniale avait recours aux sangsues. Peut-être que ce docteur pourrait nous renseigner sur où quelqu'un pourrait acquérir des sangsues dans un tel but. Ça me paraît être une excellente idée, approuva Jack. Allons-y. Ils accélérèrent le pas vers leur voiture, un plan commençant à se dessiner devant eux. Rachel ne croyait jamais se lasser du frisson qui la parcourait lorsque les pièces du puzzle commençaient à s'assembler menant vers les réponses tant attendues d'une enquête. Pourtant, il lui semblait irréaliste qu'il y a moins d'une heure seulement elle riait aux éclats, avec Paige, au son de la musique dans la file du drive-in. La vie était décidément pleine de surprises. Parfois, il suffisait d'une tumeur au cerveau, d'un spécialiste en médecine ancienne et d'une enquête sur des meurtres impliquant des sangsues pour en être vivement rappelé.
Chapitre 3. Lorsque les séjours en Suède eurent commencé à porter leurs fruits et que Rachel commença à aller mieux, Jack trouva naturel qu'elle reprenne le volant. Ils n'eurent pas besoin d'en discuter. Un jour, sur une affaire mineure résolue rapidement, elle se retrouva au volant sans objection de la part de Jack. Cette nouvelle donne se maintint même après les traitements de Rachel à Seattle. Elle prenait plaisir à conduire à nouveau, se faufilant dans la circulation matinale pendant que Jack, confortablement installé à ses côtés, parcourait des documents sur son téléphone. La médecine coloniale, c'est comme remonter le temps, lança Jack pour briser le silence. As-tu déjà visité Williamsburg ? Jamais, mais je vois ce que tu veux dire. Williamsburg et ses reconstitutions historiques, charmant tant qu'on oublie les sangsues et, enfin, le statut des femmes de l'époque. Oui, c'est une autre facette de l'histoire. Et puisque nous parlons d'égalité des sexes, j'aimerais que tu prennes une décision importante. Une décision concernant ? Commença-t-elle avant de saisir où il voulait en venir. Il faut lui accorder ça. Jack savait comment passer du coq à l'âne. Le mariage ? Exactement, répondit-il avec un sourire. Nous en avons déjà parlé, et ma réponse ne t'avait pas ravi. Tu n'as pas changé d'avis depuis ? Je pourrais peut-être. Un mariage civil serait simple et efficace, non ? Pas de chichi, sauf si tu y tiens. Tout ce que j'ai, c'est mon ego. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.